qui n'auraient pas pu participer. Voilà. Donc en fait, on se doit de vous le signaler. Bon, on se fera un petit tour de salle vite fait avant de commencer le webinaire. Je vous rappelle simplement les prochains événements qu'on a prévus. Tac. On a Olivier qui animera le 25 avril à 18h30 un webinaire spécialisé sur les DEIV, donc les destructeurs électriques d'insectes volants. Beaucoup de gens, beaucoup de professionnels en pause, bien ou mal, exploitent pas forcément toutes les données qu'il y a dans les DEIV. Vous savez, c'est ces espèces de grandes grilles avec des néons à l'intérieur, pour faire simple. Aujourd'hui, la technologie a un peu évolué. Mais globalement, c'est un outil qui est très, très utilisé dans les marchés de bouche, en industrie agroalimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à force de faire des audits avec Olivier et avec Vincent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une bonne maîtrise de la pose de ces DUV. Donc, l'idée, c'est que effectivement, Olivier, qui a maintenant plus de 20 ans d'expérience dans cette industrie-là, fera quelques petits rappels sur le fonctionnement des DUV, comment les positionner, les quelques trucs et astuces aussi pour bien optimiser le fonctionnement du DEIV. Et même si, effectivement, on a lancé aussi une formation qui s'appelle le Certi DEIV chez nous, pour vraiment que vous soyez au top sur je passe par des néons, je passe par des LED, c'est quoi les bonnes technologies, est-ce que j'ai des résistances électriques versus est-ce que je mets des plaques de glu à l'intérieur. Bon, voilà. L'idée, c'est qu'on fera un rapide passage sur ces différents sujets-là. Donc, notez bien, ce sera le 25 avril au soir, le jeudi 25 avril à 18h30. Mais si vous nous suivez sur les réseaux, vous aurez forcément l'information. Et puis, j'aurai aussi le plaisir le 16 mai au soir, 17h30, de faire un webinaire justement sur les solutions que vous pouvez proposer à vos clients pour la gestion des extérieurs, notamment au travers de tout ce qu'on développe dans Easy Green chez nous. C'est-à-dire à partir de quand je peux proposer de l'éco-pâturage, la mise en place de ruches, des hôtels à insectes à mes clients et notamment quelles sont les principales objections auxquelles il faut répondre quand vous proposez ce type de service de gestion des extérieurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre métier de la 3D, il est très focalisé sur la gestion des rongeurs, la gestion des insectes dans et autour des bâtiments. N'empêche que notre métier, si on part du principe que c'est d'une part la prévention des risques et d'autre part le fait de proposer des actions qui peuvent être aussi vertueuses pour l'environnement, eh bien, je pense qu'il faut qu'on s'attribue ces nouvelles offres. Hein. Aujourd'hui, on voit des moutons partout, sur le long de l'autoroute, le long des cours d'eau, l'entretien un peu plus vertueux des espaces verts. Et bien aujourd'hui, je pense que c'est aussi à notre métier, c'est pas forcément que celui des paysagistes, mais c'est aussi à notre métier de pouvoir proposer des choses qui vont dans le sens de ce que vont attendre vos clients finaux. Alors c'est vrai que si vous faites des bailleurs sociaux, des HLM sur de la punaise de lit et de la blatte, c'est un peu plus compliqué à positionner comme offre. Mais clairement, on voit que ça, c'est vraiment dans le sens du vent, c'est d'actualité. Donc, ne passons pas à côté de cette vague qui vous permettrait également de positionner des services un peu green chez vos clients. Voilà. Et puis enfin, notez bien également la date du 30 mai. On interviendra, c'est notre webmaster qui interviendra sur pourquoi je dois faire un site internet pour mon entreprise et si je dois faire un site internet, c'est quoi les petits points de vigilance que je dois avoir si je fais travailler une agence sur mon site. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux chercher avec un site internet? Si c'est un site que vos clients vont visiter, quel type de photos je mets dessus, comment je fais mon propre référencement de site internet et autres. Donc notre webmaster Cyril répondra à toutes ces questions de manière très précise, puisque c'est ce qu'il fait chez nous, chez Easy Group. Il est spécialisé dans le référencement naturel, donc c'est-à-dire que votre site petit à petit, sans que vous ayez besoin de payer Google, petit à petit votre site se fait référencer parmi les premiers sites. Superbe formation avec toi, Romain. Non, je pense que c'était pas moi. Ouais, j'aime bien avec Olivier, on anime cette formation Certi Green là. On aime bien parce que c'est pile poil dans les valeurs qu'on défend aussi aujourd'hui en disant le professionnel 3D aujourd'hui doit être efficace là où c'est nécessaire et vertueux là où c'est pas nécessaire de réguler des bestioles en extérieur. Salut Rémi, nous avons nos amis de Stan qui sont là, nos amis d'Hélice également qui sont là, c'est cool de vous revoir de manière digitale.
Voilà, donc en fait, on va essayer aussi d'alterner dans nos webinars avec des webinars un petit peu métiers. Moi, c'est ce qu'on va faire ce soir, un peu métier, moustique, pour rebrosser un petit peu toutes les idées qu'il y a autour de ces problématiques-là. Et puis d'autres webinars où c'est des webinars pour vous. Vous arrivez avec vos questions et puis vous posez les questions. On est 2, 3, 4 experts autour de la table. Et puis on répond à vos questions en direct. Alors, on ne fera pas les chiffrages à votre place ni les réponses aux appels d'offres, je vous préviens tout de suite. Mais l'idée, c'est qu'on puisse échanger dans la communauté sans forcément que vous ayez besoin de venir en formation tout le temps pour pouvoir poser vos questions. Donc, ce qu'on appelle nos webinaires questions-réponses. Ça marche bien, ça attire les gens. Donc, on va continuer dans cette lignée-là. C'est Vincent qui avait proposé ce type de démarche. Donc, ce qui a eu vraiment un franc succès. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez ce type de webinaire, vous pouvez nous envoyer des questions. Je vous remarque l'adresse de la formation, c'est formation@easypest.fr. easypest.fr. Si vous avez des questions, vous les envoyez, puis on abordera toutes ces questions lors de nos prochains webinaires. Voilà. Donc oui, voilà. Je vous rappelle vite fait les 3 prochains événements. Donc on a le 30 mai le webinaire sur les sites internet. Et là, c'est Cyril qui majoritairement interviendra avec Nicolas. On débordera aussi un peu sur la partie réseau. Qu'est-ce que je mets sur les réseaux, qu'est-ce que je mets pas dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit encore plein de photos qui seraient dignes de rester dans votre téléphone, mais on les voit circuler sur les réseaux. Donc, le 30 mai au soir, on fera un point là-dessus, sur ces sujets-là. Le 16 mai au soir, on fera un petit webinaire justement sur les propositions un peu green que vous pouvez faire à vos clients autour de la gestion des extérieurs. Et puis Olivier nous fera le plaisir de faire un webinaire questions-réponses sur les DEIV le 25 avril au soir. Voilà globalement pour l'agenda. Après, si vous avez des questions sur des formations ou autres, tout est sur le site internet. Tout est sur le site internet EasyPest. Donc voilà. On fait peut-être un petit tour de salle. Du coup, Vincent, on te laisse la parole. Sorry, c'est parce que j'étais en train d'envoyer. N'oubliez pas, comme disait Romain, si vous voulez manquer aucun événement, vous allez sur la page EasyPest tout en bas. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est super pratique. Et du coup, vous allez recevoir les emails chaque fois des événements qu'on organise, des formations et tout ça. Donc, moi, pour me présenter, Vincent Verguen. Donc, moi, ça fait depuis 2011 que je suis dans le lutte contre les nuisibles. Je suis rentré dedans par hasard parce que je suis chimiste de formation. Et voilà, après, je me suis passionné un peu du secteur et j'ai la chance d'accompagner, de travailler en collaboration avec EasyPest, même le groupe complet, Easy Innovation, EasyPest, EasyGreen, EasyDiag, depuis décembre. Donc, on fait pas mal de choses ensemble et voilà, je suis très heureux d'être encore ici ce soir pour le webinaire. N'oubliez pas que du coup, si vous avez des idées, vous nous envoyez sur les sujets qui vous intéressent, comme disait Romain, et on va pouvoir développer. Olivier, on te laisse la parole du coup. Oui. Vous m'entendez? C'est bon, je viens d'ouvrir mon micro. Donc, Olivier Thibonnet, moi j'ai intégré le groupe EasyPest maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, en avril 2022. Donc, 30 ans de métier dans le domaine de la maîtrise des nuisibles, entomologiste de formation. Et voilà, et j'ai intégré l'entreprise avec beaucoup de bonheur. Je crée de nouveaux modules en concertation avec mon ami Romain, notamment le Certigreen. Et le Certi-Moustique fait partie aussi des nouveaux modules qu'on présente, qu'on propose maintenant à vous. Je pense que c'est important. Donc, on va faire un petit résumé en quelques minutes sur les moustiques. Mais si vous voulez aller plus loin, participer au Certi-Moustique. Vous ferez notamment de l'identification de moustiques sous binoculaire. C'est toujours intéressant. Ouais, de faire la différence, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que les ARS cherchent à s'associer à de l'expertise, cherchent à vous faire intervenir sur les appels d'offres, notamment en cas d'épidémie. Et ça nécessite effectivement d'avoir une connaissance assez précise des bestioles, et notamment une capacité à les reconnaître. Que vous proposiez du piégeage à vos clients, c'est tout de suite plus élégant quand vous êtes capable de leur parler de différentes espèces de moustiques et de l'impact que ça peut avoir sur leur santé. C'est toujours plus pertinent. Voilà. Après, même chose, on essaie de proposer des modules experts. Donc, sur chacune des bestioles, on fait de la blatte, on fait de la fourmi, on fait du volatile. La gestion des oiseaux en ville, ça devient une vraie grosse problématique complexe, parce qu'il y a la souffrance animale, parce qu'il y a effectivement l'éthique, et puis toutes ces associations qui aujourd'hui
ont tendance à entraver un petit peu le travail de régulation qu'on met en œuvre. L'idée, c'est qu'on se sort de ce type de débat par l'expertise et par le professionnalisme, quoi. Donc, nous, c'est vraiment la voie qu'on emprunte pour ça. Salut Yvan. Voilà. On va peut-être commencer sans plus attendre. Donc moi, je ne serai pas très très longtemps avec vous parce que je vais laisser effectivement Vincent et Olivier officier puisqu'ils sont beaucoup plus spécialistes de cette bestiole que moi. Donc effectivement, moi, je vais vous rebrosser un petit peu l'ensemble des problématiques autour des espèces envahissantes. Ça va être un peu rapide. Et puis ensuite, je laisserai mon ami Olivier vous parler davantage de biologie du moustique, les quelques grands éléments et les quelques grandes espèces et leur impact sanitaire, parce qu'aujourd'hui, on parle de la gestion du moustique, mais on gère les moustiques tout comme les rongeurs, simplement parce qu'ils ont un impact sur la santé et sur la santé publique. Et puis ensuite, notre ami Vincent nous parlera de solutions. C'est quoi le panel des solutions? C'est quoi la boîte à outils qu'on a à notre disposition? Au-delà de la formation, hein, puisque la formation, on part du principe que c'est un outil au service du professionnalisme, mais c'est quoi les différents outils de gestion des populations de moustiques qui s'offrent à nous, hein. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte tendu, hein. Je vous rappellerai quelques chiffres tout à l'heure. L'année dernière, c'était à peu près 2000 cas de dengue en France, hein, qui ont été répertoriés sur la France, alors soit par des gens qui ont voyagé, qui ont ramené le virus dans leur sang et qui ont développé les symptômes sur le sol français, ce qui a été une grande majorité des cas, mais on a eu aussi des gens qui ont contracté la dengue, qui n'ont pas voyagé, ce qui signifie qu'ils ont été piqués par un moustique qui avait au préalable piqué quelqu'un qui était contaminé par le virus, ce qu'on appelle un cas autochtone de dengue. Donc en fait, 2004, on n'en avait pas en France, hein, puisque 2004, le moustique tigre faisait son apparition en France, hein, 2002-2004, et aujourd'hui, on se retrouve avec 2000 cas de dengue annuels, et globalement, les autorités sanitaires ne sont pas très sereines pour les années à venir. Je vous rappelle simplement qu'il y a un mois, Santé publique France a sorti un rapport montrant que le moustique tigre couvrait désormais quasiment tout le territoire national. Donc, si on a des gens qui voyagent régulièrement ou des événements comme les Jeux Olympiques, eh bien, on peut craindre des pics épidémiques en France. Et la population sur laquelle on se reposera pour la gestion de cette bestiole, c'est vous. Voilà. D'où la nécessité de se former, d'être crédible aux yeux des autorités pour pouvoir effectivement avancer sur ce nouveau marché. On parlait de la punaise des lits, on parle du frelon asiatique. Aujourd'hui, le moustique, je pense, va supplanter toutes ces espèces pour peu qu'on s'y prenne bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les bestioles, n'hésitez pas à envoyer un mail à Olivier aussi. On enverra nos coordonnées. En savoir ou venir en formation chez nous, ce sera avec grand plaisir. Allez, j'embraye. Donc en fait, moi je vais faire un petit point essentiellement sur les espèces envahissantes, puisque c'est plutôt mon thème aujourd'hui, les espèces animales envahissantes et les problématiques liées aux moustiques. Et puis ensuite, je laisserai Vincent et Olivier rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment Olivier sur la partie biologie, impact sanitaire, et puis Vincent sur la partie solutions. Voilà, donc les différentes espèces envahissantes et les problématiques qui sont liées aux moustiques. Je vous rappelle simplement, on aura le doc. Alors le doc, on le diffuse pas forcément, par contre on diffuse le replay. Et en fait, on a une chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Easy Group, en fait, il y a toutes les vidéos des webinars, plein de vidéos d'intervention qu'on fait sur le terrain. Donc n'hésitez pas, on a plus d'une centaine de vidéos sur le métier. Donc n'hésitez pas à aller vous documenter sur c'est gratos, hein, l'accès est libre. Donc c'est à peu près toute notre activité terrain, notre activité webinar, tous les événements se retrouvent sur notre chaîne YouTube centralisée. Je vous rappelle simplement aujourd'hui un constat qui tire fortement notre marché, hein, puisqu'on est sur un marché de la 3D, du service 3D qui évolue entre 10 et 15% par an. Et là, c'est déjà une forte augmentation de la population mondiale. Une forte augmentation de la population mondiale, ça signifie beaucoup plus de gens qui mangent, beaucoup plus de sources de sang possibles. Et donc aujourd'hui, on a une concentration de ces populations en ville, donc forcément une concentration de ces espèces envahissantes en ville. Dans un contexte dans lequel on a des pays dans lesquels il y a beaucoup de gaspillage, comme le nôtre, et puis des vraies crises alimentaires au niveau mondial, une forte tension sur les matières premières. J'aime à dire que notre métier, il est à la fois régulé,
parce qu'aujourd'hui, si on veut augmenter la nourriture, la quantité de nourriture produite, et si on veut faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir, on a 2 solutions: soit on produit plus, soit on protège davantage ce qu'on a produit. Et c'est là que prend tout le sens de notre métier, c'est-à-dire que nous, quand on intervient en restauration, quand on intervient en industrie agroalimentaire, eh bien, on intervient bel et bien dans la protection de ce qui a déjà été produit. Et donc, on s'aperçoit effectivement que devant cette démographie galopante et devant l'impossibilité que l'agriculture produise plus, voire même la volonté de désindustrialiser un certain nombre de pays, comme c'est le cas en ce moment chez nous, et ben forcément, ça va ne faire qu'augmenter les tensions autour des matières premières. Et donc, notre métier va de plus en plus prendre de plus en plus de sens dans les années à venir, ça c'est une certitude. Et puis notre capacité à se déplacer à grande vitesse, hein, la carte que je vous présente en bas, c'est la carte de transport aérien d'une journée. Donc autant vous dire qu'une souris à Paris, elle est demain matin à New York et ça lui pose vraiment aucun souci. Donc on est vraiment sur des espèces envahissantes à forte mobilité et qui ont un impact sur la santé dans un contexte à la fois géopolitique et à la fois un contexte mondial et démographique qui fait que notre métier va être de plus en plus mis en lumière. Et puis des facteurs très favorisants pour nos bestioles, notamment le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Le réchauffement climatique, il a forcément un impact sur nos activités. Vous voyez que les premières larves de moustiques tigres ont été pondues alors qu'on les attendait l'année dernière à peu près un mois plus tard. Donc en fait, vous devez voir aussi que les premières interventions guêpes-frelons se font en ce moment. Alors certes, c'est sur des fondatrices, mais on s'aperçoit que finalement, on a un vrai dérèglement saisonnier et l'augmentation des températures à la surface de la Terre y contribue fortement, ce qui fait que ces espèces envahissantes, en fait, liées également à des politiques publiques qui sont de moins en moins courageuses vis-à-vis de la lutte contre les espèces envahissantes. Donc, prenez les rats, prenez les pigeons, vous avez de plus en plus de villes qui vous disent « Ah bah non, mais nous, il nous faut des méthodes non létales, c'est des animaux liminaires, il faut les laisser tranquilles ». Donc tout ça, toute cette conjonction de facteurs fait que les bestioles, elles se développent à vitesse grand V, hein, donc elles sont locales ou souvent importées, c'est le cas du frelon asiatique, c'est le cas du moustique tigre. Elles ont une vraie capacité à s'imposer dans l'écosystème. Vous voyez qu'il y a encore une dizaine d'années, on prenait beaucoup plus de culex, donc qui est notre moustique commun, que de moustique tigre dans les pièges. Aujourd'hui, on a l'impression que le moustique tigre s'impose, parce que quand vous faites du piégeage, soit en éclosoir, soit en piégeage d'adultes, et vous avez 90% de moustiques tigres et puis quelques moustiques communs. Donc ça veut dire que ces espèces invasives, elles ont une tendance à vraiment s'imposer dans l'écosystème au détriment des autres espèces, avec une vraie capacité génétique à la prolificité. Je vous rappelle, le frelon asiatique, c'est 70 départements en France, qui est parti d'une ou quelques fondatrices qui sont arrivées en France. Une fondatrice permet la colonisation du territoire national de manière très rapide, puisque le frelon asiatique, c'est 2004, dans le sud-ouest. C'est aujourd'hui 70 départements. Donc ça, c'est des bestioles qui ont une capacité génétique assez impressionnante à pouvoir proliférer. Ce qu'on n'évoque pas très souvent, c'est qu'elles ont un vrai impact sur la biodiversité locale. Il y a en ce moment des travaux qui sont menés sur des rats bruns sur des îles, puisqu'en fait, on s'aperçoit que quand on dératisse des îles, où des rats bruns sont arrivés accidentellement, eh bien, on retrouve une biodiversité, notamment des oiseaux qui nichent au sol. Ça veut dire qu'effectivement, le rongeur est un prédateur de tout ce qui peut se trouver à sa portée. Sa capacité à coloniser un territoire de manière très accélérée s'il y a de la nourriture et s'il y a une capacité à nidifier sur le site et qu'on le laisse tranquille. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment un point commun de toutes les espèces animales envahissantes et il y a des travaux qui ont été faits par le CNRS en fait, sur l'estimation de coûts que ces espèces envahissantes pouvaient avoir. Alors on a chiffré le coût économique, le coût à l'image, le coût sur le système de santé, le coût à la biodiversité. Et donc, on parle de 1300 milliards de dollars par an que porteraient ces espèces envahissantes, je dirais, à notre environnement de manière assez globale. Alors, effectivement, on connaît plein d'espèces envahissantes. Les premières, c'était l'anophèle, donc même si des espèces d'anophèle, qui est notamment le moustique, qui est une des espèces de moustiques qui transmet le palu, on s'aperçoit que la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que si ces espèces, elles arrivent à remonter au nord, pourquoi elles n'emmèneraient pas avec elles un certain nombre de pathogènes comme le parasite, le Plasmodium falciparum, ou le vivax, qui sont les deux formes de paludisme. Je vous rappelle, c'est autour de 1 million de personnes qui décèdent tous les ans à cause du palu. Donc c'est une maladie sérieuse, des anophèles, il y en a en France. Donc en fait, ce réchauffement climatique, il fait porter également des craintes sur ces maladies qu'on pensait pas disparues, mais cantonnées vraiment
au continent africain, sud-asiatique et sud-américain. Ça, c'est une petite rétrospective sur le moustique tigre. Hein. Donc, le moustique tigre, je vous rappelle, c'est 2004 en France, 2002-2004. Et globalement, aujourd'hui, la carte de France, elle est quasiment rouge. Hein. Il est installé durablement quasiment dans tous les départements. Et donc, on voit foisonner désormais les maladies qui sont associées. Je vous rappelle, le moustique tigre, c'est 4 principales maladies: Zika, chikungunya, la dengue et la fièvre jaune. Donc en fait, plus le vecteur est installé, plus on a de gens qui voyagent et qui reviennent potentiellement avec du virus dans le sang, plus potentiellement on peut faire des départs épidémiques en France sans aucune difficulté. Puisqu'en fait, si vous n'avez pas le vecteur, si vous n'avez pas le moustique, mais qu'il y a quelqu'un qui revient avec du virus dans le sang, potentiellement il va déclencher les symptômes, il va être hospitalisé, puis l'épidémie s'arrête là. Elle ne concernera qu'une personne. Si vous avez le vecteur qui est très installé, ça n'empêche pas que les gens continuent à voyager. Et donc, si les gens reviennent avec du virus dans le sang, eh bien, on a une capacité à démarrer une épidémie relativement facilement. C'est la grosse crainte des JO. Hein. Là, faut pas se mentir. Il y a un rapport qui avait été commandé à l'ANSES sur les risques contamination arbovirus, c'est-à-dire les virus transmis par le moustique tigre, qui avait été commandé à l'ANSES pour les Jeux Olympiques. Le rapport est toujours pas sorti. Ça en dit long sur les potentielles conclusions de risque. Hein. Donc on a fait un plan de sécurité, un plan anti-terroriste et compagnie. La seule chose qu'on n'a pas gérée, c'est les punaises des lits, le moustique tigre et les rongeurs à Paris. Quoi. Donc, Oui. même l'eau de la Seine semble ne pas avoir été vraiment si bien géré que ça. Bon. Voilà globalement, donc le contexte il est hyper favorable aux espèces sur lesquelles on bosse. Alors c'est bien pour notre métier, c'est pas vraiment réjouissant pour notre pays. Mais quoi qu'il en soit, ça ne concerne pas que la France. Hein. C'est une tendance qui est assez généralisée sur tous les pays développés en voie de développement. Donc voilà, quelle que soit l'espèce qu'on prend, on peut faire ce constat. Olivier, du coup, je te laisse la main sur la partie espèces. Oui. Ok. Parfait. Donc, on va parler un petit peu de deux grandes espèces, hein, les culex et les aedes, notamment. Donc, les moustiques, pour faire court, c'est un groupe qui appartient aux diptères. Donc, les diptères, hein, pour rappel, c'est un groupe d'insectes qui ne comporte que 2 ailes. Hein, les autres insectes ont en général 4 ailes. Hein, et le sous-ordre des nématocères. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une seule paire d'ailes, des longues pattes, on verra sur une photo effectivement suivante, c'est la caractéristique des moustiques, des longues pattes, des antennes développées, notamment chez le mâle. Hein, les mâles ont des antennes plumeuses, beaucoup plus importantes que les femelles. C'est ce qui permet de différencier les deux sexes assez facilement. Et puis, nos amis les femelles, elles nous embêtent parce que ce sont effectivement c'est celles qui nous piquent, qui ont besoin de faire un repas de sang pour une simple raison, pour que les œufs arrivent à maturité. Après la fécondation, elle n'a pas d'autre choix que de faire un repas riche en protéines et elle n'a jamais trouvé mieux que du sang. Donc du sang de mammifères, hein, notamment humains, mais pas que. Donc pas de repas de sang, pas d'œufs à maturité et pas de pompe. Donc c'est vraiment indispensable dans le cycle de l'insecte. Hein. La femelle doit piquer. Donc ces moustiques ont des bonnes capacités voilières. On verra que le moustique tigre, lui, il a un périmètre plutôt assez faible, 100-200 mètres, mais on a des moustiques qui ont une capacité à voler sur plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. On a même des espèces qui arrivent à 60 kilomètres. Hein. C'est quand même assez énorme compte tenu de la taille de ces insectes. On a référencé à peu près 3500 espèces, pour être précis, 3578 dans le monde, hein, réparties en 100 genres. Et en France, on a dénombré de mémoire soit 65 espèces, hein, pour la France. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en fait un très faible nombre d'espèces qui sont en capacité de piquer. On a à peu près 4% des espèces, hein, seulement qui piquent, mais qui nous posent, heureusement d'ailleurs, qui nous posent des problèmes importants. Donc on les retrouve sur tous les continents, dans tous les milieux, y compris le milieu urbain. On a des insectes, des moustiques qui se sont bien adaptés au milieu urbain. Ah, ils y trouvent effectivement, comme l'a dit Romain, des ressources en sang inépuisables et des points d'eau quasi illimités. Hein, ça peut aller pour le moustique tigre du simple pot de fleurs jusqu'en passant par le petit bassin d'ornement qu'on a gentiment installé voilà, dans le jardin. Alors, un point important, ça a quand même un rôle écologique important, puisque certains, les mâles notamment, vont butiner les fleurs. Hein, ils visitent les fleurs, donc les mâles ont un rôle, et également les femelles, un rôle de pollinisation. Alors, pas autant que certains hyménoptères, mais quand même. Et je n'ai jamais oublié, c'est aussi une grande ressource de nourriture pour de nombreux insectes insectivores. Donc, je pense à notamment les mésanges, qui sont en capacité de prélever un grand nombre
de moustiques adultes. Bon, le problème, c'est, comme l'a rappelé Romain, ces moustiques sont vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. On parle de zoonoses. Alors, effectivement, Romain a parlé d'arbovirus. Les arbovirus, ce sont des virus qui sont transmis aux mammifères par des arthropodes, notamment, donc les insectes en font partie. Donc, les moustiques mâles inoffensifs, les femelles nous posent problème. Et on verra que dans le cycle de l'insecte, il faut bien différencier deux grandes phases, une phase aérienne, donc les adultes, et puis une phase aquatique indispensable pour le développement des larves et de la nymphe. Je vais passer sur le slide suivant. Voilà, vous avez effectivement une représentation d'un moustique type avec une seule paire d'ailes, un abdomen assez long et des pattes assez longues, voire très longues, avec des antennes, donc plumeuses chez le mâle. Et on est en capacité aussi d'identifier les espèces ou les gens en fonction de la morphologie des larves, au travers de la morphologie effectivement du siphon respiratoire, parce que les larves vont remonter à la surface de l'eau et aller chercher de l'oxygène. Et puis en fonction de leur position par rapport à la surface de l'eau. Donc les anophèles sont toujours parallèles à la surface de l'eau, alors que les culex, voilà, elles sont inclinées à 45 degrés par rapport à la surface de l'eau. Donc c'est assez facile à identifier. Un simple contrôle visuel permet d'identifier les différents genres. Voilà. Le cycle important, donc deux phases à intégrer d'ailleurs dans les traitements. Vincent va en parler. On a vraiment les traitements adulticides qui consistent à réduire la population donc des adultes, ça c'est souvent dans les cas épidémiques. Et puis on va s'intéresser aussi au traitement larvicide. Donc là, on va essayer de gérer au mieux les larves avec des produits qui fonctionnent très bien, qui sont assez faciles à employer. Un point important, on doit toujours intervenir en début de développement larvaire, puisque pour les insectes à base de les insecticides à base de bacillus, on ne touche que les stades 1, 2 et 3, les stades larvaires. Le stade 4 ne se nourrissant pas, la nymphe non plus. Voilà, donc vous avez ici à gauche de l'écran le développement typique d'un moustique, émergence de l'adulte, accouplement du mâle avec la femelle. La femelle fait un repas de sang pour que ses œufs arrivent à maturité. Elle va pondre à la surface de l'eau. On a un développement larvaire rapide d'ailleurs par temps chaud. L'été, c'est quand même assez rapide. Et le stade nymphal. Donc quatre stades, larvaire, nymphal, les adultes et les œufs. Avec cette nymphe qui a un peu une morphologie un petit peu bizarre. Alors, on a trois grandes familles. Si on doit retenir quelque chose, les anophèles, tu en as parlé, Romain, avec des espèces qui vivent dans les pays tropicaux et qui transmettent une maladie qu'on appelle la malaria, et bien le plasmodium. Donc, les anophèles, on les trouve un peu partout, les caves, les terriers, les bergeries. Voilà, on en trouve dans le sud de la France, notamment. Les anophèles sont plutôt adaptés dans les rizières. Vous avez des milieux effectivement en eau une partie de l'année. Donc, et les œufs vont être pondus à la surface. Donc en France, les anophèles, on les retrouve en Camargue, par exemple, avec une maladie qui est connue, qui va toucher aussi les chevaux. Les culex, bien adaptés aussi au monde urbain, donc ce qu'on appelle les culex, le moustique commun, qu'on a tous connu, qui vient vous chatouiller les oreilles, ou faire un peu de bruit. Il a un vol bruyant, c'est la différence des Aedes. Donc caractérisé par une activité donc nocturne bruyante. Donc lui est capacité, les culex vont pondre dans l'eau douce, mais propre, mais également polluée. Ça, c'est aussi un de ses avantages du culex. Une bouche d'égout, une fosse septique, ça lui pose aucun problème à vide sanitaire, même si les eaux ne sont pas de bonne qualité. Les larves seront en capacité, effectivement, de se développer dans des eaux polluées. Et nos amis les Aedes, qui nous posent tant de problèmes, notamment le Aedes albopictus, le moustique tigre, qu'on retrouve en milieu rural, mais également en milieu urbain. Je sais que Romain, tu habites dans la région lyonnaise, vous êtes bien impacté. Il y a des régions de France, des villes qui sont quand même fortement impactées par les moustiques tigres, qui posent des problèmes à la population parce qu'on est quand même fortement dérangé, effectivement, en journée, avec un pic d'activité sur les moustiques tigres plutôt en fin d'après-midi. Voilà. Alors les Aedes, notamment Albopictus, qui provient tout simplement des pays tropicaux, donc il a un énorme avantage, c'est qu'il est capable de pondre des œufs sur des herbes sèches, en milieu sec. L'œuf, pas de dessiccation, il résiste à la dessiccation. Vous avez une montée en eau, et là, à partir de là, vous avez une reprise du cycle. Donc ces œufs sont en capacité de résister à la dessiccation, également à la congélation, donc aussi un avantage. Donc elles pondent, montée en eau, reprise du cycle, et là, explosion des populations. Et donc, la plupart des espèces d'Aedes vont piquer plutôt au crépuscule et à l'aube. Voilà, avec surtout en fin d'après-midi, souvent on a des hordes
moustiques tiques qui viennent vous embêter quand vous prenez gentiment votre apéro sur la terrasse. Donc les Anopheles, hein, qu'on retrouve dans le sud de la France, Culex pipiens, le moustique commun, hein, donc on retrouve dans les marais, mais en milieu urbain, hein, voilà, le Culex pipiens, il faut quand même des réservoirs d'eau naturelle en quantité importante quand même, hein. On verra aussi que les Aedes ont une capacité à se développer sur des très 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 faibles quantités d'eau. Quelques millilitres peut suffire à un développement larvaire. Donc le Culex pipiens, on en parlera peut-être un petit peu, ce qu'on appelle et transmet un virus qu'on appelle le virus du Nil occidental, hein, qui aussi donc, peuvent impacter les hommes, mais également les chevaux qui sont sensibles à ce virus. Je ne suis pas vétérinaire de formation, mais ça a un impact direct sur les populations de voilà, les équidés. Donc les Aedes, hein, on a Abolpictus, donc moustique tigre, et aussi Aegypti, hein, mais on en a plusieurs, hein, on a quand même un grand nombre d'espèces. Et comme l'a rappelé Romain, transmettent quand même 4 maladies, le Zika, le chikungunya, la dengue et la fièvre jaune. Donc vous voyez, l'impact sanitaire des moustiques tigres, il est quand même assez colossal, hein. Et les autorités effectivement sanitaires en France s'inquiètent, voilà, de la recrudescence alors surtout de cas autochtones, hein. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Voilà, avec, on a des populations bien installées sur la quasi-totalité du territoire, et voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc ces moustiques, hein, notamment Aedes, les moustiques tigres, se contentent de petites quantités d'eau pour se développer. Donc la femelle va pondre dans voilà, un pneu qui est resté au fond du jardin avec un petit peu d'eau. Vous avez quelques pots de fleurs avec voilà, une rétention d'eau. Ça peut suffire, une gouttière mal entretenue avec une rétention d'eau, une réserve d'eau pluviale pour récupérer des eaux là, pour arroser votre jardin. Mais tout ça, ça fait quand même des gîtes larvaires parfaits pour ces insectes. Alors l'impact sanitaire, on l'a connu, on les connaît bien. Vous allez sur certains sites comme l'ANSES, les ARS, c'est bien documenté. Voilà, vous avez des chiffres assez hallucinants. Donc notre moustique commun, le Culex pipiens, ça va transmettre un vecteur de la maladie, le virus du West Nile, donc, qu'on appelle du Nil occidental, hein, qui touche aussi les. Donc on a des épidémies régulières en Camargue, hein, avec un impact direct sur les chevaux. Donc transmettent d'ailleurs d'autres maladies, hein, le moustique, fièvre jaune, diphtérie des volailles, des méningites, des hépatites et d'autres parasites fort sympathiques. Albopictus, un Aedes, le moustique tigre, donc plutôt un moustique de petite taille, hein, globalement, il fait entre 5 et 6 mm. Alors on le reconnaît très bien parce qu'il a une ligne blanche présente voilà, sur la tête et sur le thorax, et effectivement des petites taches blanches sur les pattes. Donc, on peut le voir à l'œil nu quand on a un petit peu l'habitude de l'observer et qu'on est un petit peu observateur. Donc ça, c'est une caractéristique de cette espèce-là, hein. Donc la femelle, une fois après l'accouplement, est en capacité de pondre, voilà, va pondre 40-90 œufs, et elle va pondre au cours de sa vie jusqu'à 300 œufs, donc ça peut être rapide, hein. Comme je le dis, les œufs, grande faculté à résister à la dessiccation, au dessèchement et à la congélation. Donc ça, c'est un énorme avantage pour cette espèce, hein. On peut avoir des régions où on n'a pas d'eau, il ne pleut pas pendant quelques mois, voire quelques années, ça ne lui pose pas de problème. Et un développement larvaire assez rapide, hein. On a, quand il fait très chaud et l'été, on a un développement en quelques jours, hein. On passe du stade L1 au stade L4 en quelques jours. Donc originaire du sud-est asiatique, a priori importé avec des pneus rechappés d'occasion, hein, avec une accumulation d'eau à l'intérieur du pneu, ou des plantes Lucky Bamboo d'ailleurs, hein. Vous avez en photo, on a toujours une accumulation d'eau. Voilà. Donc ça, c'est le commerce international, c'est un impact direct sur voilà, des plantes qui ont été importées. La durée de vie moyenne, alors à l'âge adulte, quelques semaines, tout simplement. Bon, les adultes ne vivent pas très longtemps. Voilà. Donc une cartographie, donc ça c'est la cartographie de 2020. Comme l'a rappelé Romain, je crois que maintenant vous avez la totalité du territoire qui est touché. On n'a pas encore les dernières cartes, mais les dernières études montrent que même le nord de la France est impacté. Et donc effectivement, l'extension de cette espèce a été quand même extrêmement rapide, hein. On est passé du Var à un département en 2002-2004 pour arriver à la totalité du territoire une vingtaine d'années après. Donc c'est quand même 2 décennies, c'est quand même court. Donc là, vous avez effectivement en photo sur la gauche de l'écran une femelle qui a fait un repas de sang avec un abdomen bien chargé en sang. Donc, vous retenez effectivement
Les culex, nos moustiques communs, piquent la nuit, hein. Il leur faut des quantités d'eau importantes pour pondre, alors que effectivement, le moustique tigre, il est à la fois plutôt diurne quand même, une pic d'activité en fin d'après-midi, début de nuit, avec aussi une capacité à pondre dans des quantités très faibles. On parle de quelques millilitres, hein, donc le moindre endroit où on a de la rétention d'eau, hein. Il faut une rétention d'eau sur entre 7 et 10 jours, ça peut suffire. Donc tout ce qui contient, quand on doit lutter contre les moustiques, et je pense que Vincent va le rappeler, il faut absolument s'intéresser voilà, à l'eau, voilà, les rétentions d'eau qui peuvent être multiples, hein, même chez un particulier. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, je pense notamment, on a lancé une mode avec les réservoirs pour récupérer les eaux pluviales, hein. Voilà. Ça, c'est souvent un problème. Il y a rarement des gens qui posent des moustiquaires. Et là, on a souvent des colonies, des infestations très importantes. Donc, les phlébotomes font partie. Alors, ce ne sont pas des moustiques, hein, ce sont des diptères aussi qui nous posent quelques problèmes dans le sud de la France, hein, et qui va transmettre une maladie qui nous embête, hein, qui est transmissible aussi chez le chien, voilà, la leishmaniose, hein, avec deux formes, une forme viscérale et une forme cutanée, qui n'est pas sympathique, hein. Donc, c'est plutôt le pourtour de la Méditerranée qui est fortement impacté par cette espèce. Donc, vous avez une forme cutanée avec effectivement aussi voilà, des furoncles qui vont apparaître sur le visage, et une forme viscérale qui est quand même une forme beaucoup plus grave, hein, au niveau des enfants, qui peut effectivement déboucher potentiellement voilà, sur une issue fatale. Donc on a quand même 2 millions de cas dans le monde, avec globalement 350 millions de personnes qui sont impactées, exposées directement à ce petit diptère. Alors, le palu, hein, donc Romain l'a rappelé, ça fait globalement les meilleures années, on est 1 million de morts, des années où on est un peu plus vigilant, on descend, mais c'est entre 500 000 et 1 million de morts par an. Voilà, on a quand même 500 millions de cas cliniques observés par an, c'est absolument hallucinant, hein. Et en France, on a des cas importés, hein, des cas d'importation, les gens qui vont dans les pays où on a en présence effectivement, d'anophèles, des régions à palud. Et puis, bah, les gens se font piquer sur place, reviennent en France et vont contracter cette maladie. Donc, c'est une maladie qui est compliquée on peut, à traiter. Il n'y a pas de traitement d'ailleurs, hein, globalement. Alors, dans les régions endémiques, il y a des gens qui sont porteurs asymptomatiques, qui ont acquis une immunité qui est d'ailleurs qui est quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Mais voilà. Donc, si vous devez voyager dans des zones à palu, voilà, faites vigilance, vêtements longs, dormez avec des lits avec des moustiquaires, c'est quand même un conseil qu'on peut vous donner. Donc, le palu qu'on appelle malaria, c'est pareil. Le chikungunya, donc qui est transmis par à la fois aegypti et albopictus. Donc la transmission, c'est la piqûre, tout simplement. C'est un arbovirus, hein, donc qui est présent sur le monde entier. Et puis actuellement, 64 départements rassemblent toutes les conditions pour une émergence du chikungunya. Donc vous voyez, on ne parle pas de 2-3 départements, hein, de quasiment 2 tiers du territoire français. Les séquelles, vous les portez 3 à 5 ans, hein, et puis ce sont quand même des douleurs musculaires importantes, hein, des douleurs articulaires intenses, donc c'est quand même pas sympathique de contracter cette maladie avec des maux de tête. Voilà. Et aussi quelques formes qui ont un impact directement sur des formes neurologiques graves, hein, dans des cas compliqués. Donc, quand on fait on parle vraiment d'un impact sanitaire important. La dengue, donc lui qui est transmise uniquement par albopictus, donc la transmission piqûre, hein, et vous voyez les chiffres en bas, on a quand même 500 000 cas de dengue hémorragique, hein, qui provoquent des hémorragies. Et dans le monde, on a 50 millions de cas, des gens qui sont directement impactés par cette maladie, qu'on connaît bien depuis les années 70 en Afrique. Donc pareil, hein, les symptômes assez connus, fièvre, maux de tête, hein, comme toutes les maladies virales, douleurs musculaires et articulaires, avec parfois des éruptions cutanées, avec des complications qui peuvent atteindre les poumons, et aussi transmission du virus au fœtus, donc c'est pas sympathique pour les femmes enceintes. Ouais, on rappelle effectivement, c'est un virus transmis par un arthropode vers les mammifères. Donc la réglementation, je ne vais pas vous embêter là-dessus, hein, il y a quelques slides. Donc il faut distinguer ce qu'on appelle la démoustication, qui est encadrée dans les marchés publics, hein. On a effectivement des opérateurs que vous connaissez, hein, les ententes interdépartementales de la démoustication, les EID. Les ARS, tu en as parlé, Romain, hein, les agences régionales de santé qui font de la surveillance entomologique, hein, tout simplement, qui essayent de surveiller tout ça.
et de préparer un rapport qu'on n'aura peut-être jamais d'ailleurs avant les JO, hein, qu'on compile des données, c'est d'anticiper un petit peu ces problèmes. Donc il y a une évolution de la réglementation, il y a un décret qui est le numéro 2019, hein, qui a un petit peu bouleversé effectivement l'accès aux opérations de démoustication pour les sociétés privées quand on a des épisodes épidémiques, hein. Donc dans ce décret, ça va très loin puisque même effectivement le préfet a la capacité de déclencher le plan Orsec, tout simplement pour lutter contre une épidémie qui prendrait une importance voilà, de forte ampleur, avec un impact sanitaire important. Donc, de mobiliser des ressources pour faire la démoustication. Donc, ça peut être l'armée, ça peut être des sociétés privées, hein, à condition de remplir un petit dossier au préalable, avec des garanties, voilà. Et dans le cadre privé, vous avez, ça c'est lié au PCO, c'est ce qu'on va vous proposer. Effectivement, on va proposer de la démoustication, voilà, pour un camping, par exemple, un particulier, un hôtel, un restaurant qui a une terrasse et qui est directement impacté par ces moustiques sur son taux de fréquentation. Et donc, je rappelle, hein, un petit rappel quand même important, pour utiliser des produits, donc des bacilles, hein, des TP18, il faut être titulaire du certificat biocide, hein. Voilà, on a aussi des mairies qui font de la démoustication, donc les agents de mairie sont censés être titulaires du certificat biocide. Un petit rappel. Donc on a mis le lien, effectivement. Merci Vincent, vous irez chercher effectivement le décret, pas de souci. Donc là, une évolution, hein, ce qu'on disait. Donc le moustique est arrivé dans le Var, et puis vous avez la version, l'évolution de 2014 à 2021. Vous voyez, c'est quand même voilà, une progression qui est stratosphérique. Romain l'a rappelé, c'est quand même extrêmement rapide, hein. Donc ça inquiète un petit peu nos autorités quand même. Voilà. Donc la LAV, c'est lutte antivectorielle, hein, avec ce changement de réglementation. Donc la surveillance, qui va être réalisée par surtout les EID, hein. Donc on a un EID Atlantique, on a un EID Rhône-Alpes de mémoire, voilà. On en a 2 ou 3, je ne sais plus, je crois qu'on en a au moins 2 qui font la surveillance, hein. Donc on va mettre des points noirs, on fait la surveillance avec des rapports. Donc tout ça, c'est des choses qui sont plutôt bien orchestrées par les EID ou les ARS. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on a aussi un portail qui s'appelle SILA, hein. Quand on est fait référencé pour faire la démoustication, grâce à ce décret, voilà, on doit naturellement, donc là c'est dans le cas d'une épidémie, on va devoir identifier sur un portail tout simplement les zones traitées, hein. Voilà, on connaissait bien Cerbère pour le Certibiosil, on a créé un portail pour identifier les zones traitées et suivre tout ça, voilà. C'est plus facile pour le gouvernement d'avoir une vue globale. Alors là, je vais laisser la main à mon ami Vincent, qui va vous parler des traitements, tout simplement. Merci Je Olivier. te laisse. Donc, comme Olivier l'a très bien expliqué, vous devez savoir que le moustique spécifiquement, du coup, il a une vie larvaire qui est plutôt aquatique, et puis il va avoir, sous stade adulte, il va avoir une vie plutôt aérienne. Donc, du coup, les méthodes d'approche sont totalement différentes, hein, c'est spécifique à cet arthropode. Donc, vous allez avoir des opérations de démoustication lutte antivectorielle qui vont être à la fois sur des larvicides, à la fois sur des adultes, donc adulticides. Donc, il faut savoir que dans les zones à traiter également, vous pouvez en avoir évidemment dans les grands espaces, hein, dans tous les espaces publics, mais également dans les espaces confinés et surtout dans les espaces privés, hein, et c'est là qu'il doit y avoir une bonne action de conscientisation de la population et des conseils que vous pouvez donner pour justement éviter d'avoir des points d'eau de développement larvaire. Donc, au niveau des grands espaces, principalement, vous avez la carte résidentielle, des voies espaces publics, et surtout, il est très important de cartographier la zone, hein, que ce soit au niveau rural ou urbain, cartographier bien la zone, parce qu'il faut savoir que le moustique, il ne va pas s'arrêter à une zone privée, il peut aller se développer dans différents jardins, dans différentes zones boisées, dès qu'il y a un peu d'eau et qu'il y a de l'endroit pour avoir des développements larvaires. Au niveau des méthodes de Luc, eh ben, de nouveau, il faut regarder ça dans son ensemble par cartographie et essayer de limiter tous les points d'eau. On parle vraiment de, comme disait Olivier, de problématiques d'eau stagnante. Donc, rappelez là, quand même, hein, pour la EDS, 20 millilitres d'eau peut suffire au développement larvaire. Donc, ça veut dire une coupelle d'un pot de fleurs ou des bouteilles ou des poubelles qui traînent en plastique. Il suffit d'avoir un petit peu d'eau puisque ces œufs peuvent rester à sec et résister à la dessiccation spécifiquement. Alors, au niveau de l'approche, bien sûr, on analyse la zone. Donc, pour ça, il y a quelque chose qui est quand même vachement pratique. C'est tout ce qui est Google Maps, hein, pouvoir réaliser toute la zone et faire
un périmètre de contrôle. Et là, vous avez un rôle de conseiller, d'informer également la population. Donc, dans le certibiocide que l'on donne, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui souvent est un peu délaissé. N'oubliez pas que donner des bons conseils, ça permet aussi d'avoir une solution durable. À côté de ça, Olivier l'a expliqué, il faut identifier. Donc là, vous avez le culex, comme il l'a expliqué, à 45 degrés. Vous avez l'anophèle qui est plutôt plat. Et vous avez aussi les formes de CDI qui vont former quand ils vont remonter jusqu'à la surface, qui peut vous aider à identifier les différents points d'eau. Donc simplement, vous prenez des petits pots, vous prenez l'eau et vous regardez les larves qu'il y a dedans. Et donc souvent, dans cette approche-là, vous allez faire des grosses recherches dans tous les points d'eau possibles en fonction des espèces. Donc si c'est du culex, évidemment, c'est les plus grandes zones d'eau stagnantes. Mais si c'est l'Aedes, je répète encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être un siphon bouché, ça peut être un débordement. Dès qu'il y a de l'eau stagnante, on peut avoir des problématiques par rapport à ça. Et une fois qu'on a retrouvé toutes ces problématiques, donc que ce soit les zones de développement larvaire ou que ce soit les zones où il y a beaucoup de moustiques, on peut soit traiter, et donc là on va parler beaucoup, c'est avec du Bacillus thuringiensis israelitis, soit on va également piéger, et donc là il existe des bornes de piégeage pour les moustiques adultes. Alors, je regarde un petit peu les questions. Oui, c'est ça, diagnostic, hein, hyper important. Merci Olivier. Donc, c'est vraiment ça qui est primordial. Donc, au niveau de la lutte physique que vous pouvez faire et également conseiller quand vous allez chez quelqu'un, c'est vider les bacs au moins tous les 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps de développement larvaire. Donc, si à un moment, vous videz ces bacs-là et que vous empêchez d'avoir une formation d'eau stagnante, vous avez stoppé le développement larvaire dans ces zones. Supprimer les dépôts d'ordures, je l'ai dit, 20 ml peut suffire pour les Aedes. Poser du grillage. Donc, quand je dis grillage, c'est vraiment des grillages comme des toiles moustiquaires, surtout si vous faites de la récupération d'eau de pluie, ça se voit assez souvent. Vous mettez simplement un petit grillage moustiquaire au-dessus des bassins pour récupérer justement les eaux au niveau des fosses vides sanitaires. Assurer l'étanchéité des couvercles de fosses. Donc ça, évidemment, c'est hyper important aussi, parce que sinon, ça va se passer. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. C'était dans un nouveau bâtiment qui avait été fait. On récupérait l'eau de pluie, mais du coup, il y avait des moustiques dans tous les étages, parce qu'il y a des aérations. Faire pomper l'eau souillée, hyper important. Donc, en plus de l'eau stagnante qui est nécessaire, évidemment, il faut de la matière organique pour le développement. Donc, c'est important d'en avoir. Et alors, une technique qui reste au niveau physique, qui est vraiment intéressante, c'est faire un petit film, donc avec de la paraffine ou des silicones polymères, qui permet justement de faire un petit film, une petite couche sur la surface de l'eau, que quand la larve vient jusqu'à la surface, sa trompe n'arrive pas à accéder à l'air, et donc du coup, vous allez faire étouffer la larve grâce à la paraffine. Au niveau de la lutte anti-larvaire, on a un outil biologique qui est quand même bien connu. Donc, c'est le Bacillus thuringiensis. Il faut savoir que c'est une bactérie. Il existe plein de types de Bacillus thuringiensis. Donc, on ne va pas prendre le même pour les chenilles processionnaires que pour les moustiques. Ici, c'est le israelensis. C'est une souche spécifique qui va élaborer une protéine. Donc, effectivement, il y a Vectomax et il y a Aquabac. Donc, il y a pour moi deux grandes marques spécifiques avec différentes formulations qui peuvent être utiles à chaque application spécifique. Et donc, en fait, cette bactérie, une fois dans l'eau, elle va avoir une protéine. Cette protéine, en fait, elle va créer une protoxine parce qu'elle est non soluble dans l'eau. Et donc, elle va rester en suspension. Et cette protoxine qui va se retrouver dans l'estomac de la larve, du coup, va attaquer la paroi interne du tube digestif et du coup, va faire mourir la larve qui se trouve dans l'eau et qu'il a ingérée. Donc, quand la situation devient trop importante, donc là, on est vraiment au niveau préventif, on va éliminer tous les gîtes larvaires, on va essayer de traiter les gîtes larvaires qu'on ne peut pas éliminer, sachant par exemple que l'Aedes, de nouveau, ça peut être à sec, donc on va mettre des granulés de bacillus. Mais malheureusement, il y a des zones où on ne pourra pas faire plus qu'à un moment que le piégeage et avec la lutte biologique, on va devoir avoir une lutte antivectorielle parce que la population de moustiques sur une zone est trop importante. Et là, on va faire des traitements spécifiques, soit en pulvérisation en spray sur des surfaces, donc ça va dépendre de nouveau de l'espèce, soit on va faire un traitement spatial pour éliminer toutes les espèces dans une certaine zone. Principalement en pulvérisation, on va utiliser un pulvérisateur, qui soit à main ou à dos, et en traitement spatial, on va utiliser un nébulisateur ou un thermonébulisateur ou un atomiseur. Donc, c'est différentes techniques qu'on peut utiliser pour faire des traitements de grand volume. Donc, je reviens à ce que je vous avais dit.
donc les différentes étapes. Donc là, on va rentrer plutôt dans le détail de tout ce qui est analyse avec des cas pratiques. Donc en étude de cas pratiques, ben, vous avez ici par exemple des pots, vous avez une plante et vous avez maman de l'eau stagnante qui reste en continu. Et donc là, c'est génial pour les moustiques. La femelle va venir pondre à la surface ou sur le bord, ça va dépendre de l'espèce, et donc vous allez avoir ce développement larvaire. Donc c'est important d'enlever ces zones-là. Pareil au niveau des gouttières, quand vous avez des gouttières certainement qui sont bouchées avec des déchets verts, vous allez avoir cette eau stagnante qui se trouve dans les gouttières, et donc vous allez avoir un développement. Il existe plein de petits systèmes, ici on vous a donné un exemple, qui permettent d'éviter justement que le moustique ait accès à cette eau stagnante, ou d'éviter d'avoir des dépôts également qui permettent d'avoir cette eau stagnante. Voilà, un autre exemple de gîte potentiel, ben, on dépose des poubelles, même si on la retourne, on a des récipients qui restent traînés dans le jardin, on a des vieilles gamelles pour animaux. Donc voilà, tous ces éléments-là, de nouveau, en fonction de l'espèce, ça va permettre des gîtes potentiels. Donc de nouveau, rappel, Culex, il a besoin d'une grande quantité d'eau, mais la Aedes, sur 20 millilitres, il peut suffire. Donc une petite gamelle pour chien, c'est plus qu'assez pour se développer. Voilà, analyser la propriété et la zone dans son ensemble. Donc, vous avez ici un exemple, hein, c'est une terrasse qui a été posée en hauteur, donc c'est avec des petits caillebotis, et vous avez en dessous une bâche qui est hermétique, mais du coup, l'eau, elle tombe entre les dalles qui sont posées, d'accord, sur les plots, et vous avez à ce moment-là de l'eau stagnante qui se trouve juste en dessous sur cette bâche imperméable. Et donc là, c'est génial pour le développement larvaire. Pareil, beaucoup de bâtiments. On a été faire des inspections. Moi, j'étais en faire une à Bruxelles sur toute une zone. Et principalement, c'est des zones comme ça qui sont oubliées. Donc, c'est les pots, les coupelles pour les pots de fleurs, mais c'est également ces zones où vous avez de l'eau stagnante que les gens ne pensent pas aller soulever la dalle de la terrasse pour aller retrouver les gîtes. Et donc, importance aussi de cartographier ça quand vous faites votre travail. D'autres éléments, ben voilà, quand on abandonne la piscine, je vous ai parlé de l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, c'est très facile, hein, quand vous avez la descente d'eau de pluie, simplement vous mettez une toile moustiquaire, vous verrez, l'eau va passer à travers, mais sans permettre aux moustiques d'aller pondre dans cette eau de pluie. C'est quand même bien aujourd'hui, hein, quand on veut récupérer tout ce qui est eau de pluie pour l'utilisation des plantes, hein, pour les nourrissages, c'est quand même vachement pratique. Voilà, d'autres exemples de gîtes urbains qu'on pourrait retrouver. Donc simplement, on n'y pense pas, hein, mais donc par exemple, toutes les délimitations là, que vous avez, mais vous avez également un trou qui permet d'évacuer, mais évidemment quand c'est bouché ou quand vous avez de l'eau qui rentre dedans, mais du coup ça s'accumule. Les déchetteries, ça c'est très important, il faut savoir qu'il y a un sac poubelle qui est mis sur le côté, et ben, ça va avoir suffisamment d'eau aussi pour développer les larves de moustiques. Donc, la dernière technique dont on vous a parlé, hein, donc c'est le piégeage. Donc là, pareil, très important de connaître l'outil, connaître l'espèce, parce que tous les types de pièges ne fonctionnent pas sur tous les types d'espèces. Donc, il faut bien vous renseigner. Et aussi, chaque piège a une protection sur X mètres carrés. Donc, c'est important de comparer, de choisir son piège de la meilleure manière pour faire une protection périphérique de la zone à protéger. Voilà, donc les enjeux qui sont spécifiques par rapport à vous, ben, c'est l'inutilité environnementale. Donc ça veut dire qu'on préfère piéger que commencer à intoxiquer tous des insectes ou même d'autres animaux qui vont se trouver dans le coin, hein. Quand vous faites une nébulisation dans un volume et vous utilisez un insecticide neurotoxique, ben, c'est non sélectif, donc vous allez avoir d'autres insectes qui vont mourir en même temps que les moustiques, ce qui est quand même pas le top. Efficacité cette façon du client, parce que le but quand même, c'est votre client, hein. Vous devez lui trouver des solutions pour pouvoir justement le protéger. Et alors la rentabilité des actions et la durabilité. Alors, pour rappel, on a expliqué en entrée, on fait pas mal de formations qui sont techniques, qui vous permettent de pouvoir en apprendre beaucoup plus. Ici, on a décidé de faire un petit webinaire d'1 heure pour des piqûres de rappel, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc le Certi Moustique, je vais vous montrer les prochaines dates et on a joué un petit peu avec Olivier à vous présenter plusieurs moustiques. Donc pour tous ceux qui sont ici dans le webinaire, je vous laisse un petit peu regarder. Donc tous les types de diptères que vous pourriez avoir, si vous êtes capable de les reconnaître ou pas. Mais voilà, c'est le genre d'enjeu parce que de nouveau, chaque espèce a son comportement, sa problématique, mais également l'attractivité peut être différente. Donc c'est important de bien déterminer de quelle espèce on parle. Et alors, je vous ai mis ici toutes les dates des prochains Certi Moustiques
qui vous permettront justement de vous expertiser sur le domaine des moustiques. Donc, vous avez en avril, le 25 avril à Toulouse. Donc, on fait toutes nos formations techniques en présentiel. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un échange, de pouvoir regarder ensemble toutes les techniques et pouvoir en discuter. En fait, le 7 et le 30 mai, vous allez avoir le 7 mai à Bordeaux, le 30 mai à Lyon, et enfin en juin, vous avez le 4 juin à Vitrolles. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle encore une fois, si vous allez sur easypest.com, tout en bas, vous pouvez vous inscrire comme on fait un newsletter. Ça permet de recevoir continuellement la mise à jour des prochaines formations que nous proposons et de pouvoir vous y inscrire. Voilà. Alors pour les tarifs, Olivier, je crois que c'est toi qui donne beaucoup la formation. Ah, c'est Romain, c'est bien aussi. Non, Olivier, il est déjà parti à l'apéro, je pense. Non, les tarifs de Certi-Moustique, je ne connais pas par cœur parce que celui-là, je ne le donne pas. Ouais, sur le site, c'est autour de entre 200 et 250 € la journée. L'idée, c'est qu'effectivement, on fait une partie pratique, une partie théorique, on reprend la base sur la biologie des espèces et puis on prend quelques cas pratiques pour pouvoir vous aider à bien réagir sur des chantiers. Après, aujourd'hui, c'est vrai que le cheval de bataille, c'est le piégeage. Après, il ne faut pas non plus promettre monts et merveilles avec le piégeage parce que ça dépend du site, ça dépend des alentours, ça dépend du type de piège. Donc, Oui. aujourd'hui, le piégeage, c'est vraiment un outil où il faut vraiment densifier. Si vous voulez vraiment promettre la tranquillité à vos clients, il faut vraiment avoir des réseaux de piégeage assez denses. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de mixer avec tous ces outils-là. Un outil, comme on disait, d'anticipation, c'est-à-dire expliquer à vos clients que les sources d'eau, c'est ça qui génère les larves et donc les adultes. On part du principe qu'un moustique qui vous pique, il est né à moins de 150 mètres de chez vous. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut analyser le site en fonction de l'environnement. Voilà, et puis après, il y a plein de solutions. Ça, c'est sûr. Alors, prise en charge CPF, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Non, mais en fait, vous allez sur le site easypest.com. S'il y a une formation qui vous intéresse, vous avez un lien vers l'équipe administrative et vous aurez tous les renseignements, le suivi et tout ça. Quoi. Ouais, pas de souci. Et si vous avez une question, je vous disais formation @easypest.fr ou .com, je ne sais plus. Adeline, tu peux nous rappeler la bonne adresse? Oui, ce qu'on a dit. Romain, on parle de protection périmétrique avec les pièges. On va rendre plus confortable une zone, mais on ne va pas éradiquer la totalité des moustiques. Ça reste quand même quelque chose de... Il faut densifier les pièges, tu as raison, mais voilà, il faut bien expliquer aux clients que vous aurez un certain confort, mais on ne va pas réduire la population à zéro. Ouais, c'est ça. Puis il suffit de laisser 2-3 moustiques et que ça continue à piquer. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment de l'anticipation, du préventif. Et puis du préventif qui reste essentiel. Conseil sur les produits de pulvée. Ouais, Harmonix, ça reste une solution intéressante. Après, vous avez effectivement l'Aquabac, le Vectomax, le Vectobac, qui restent des solutions intéressantes. Là, moi, je n'ai pas forcément de conseils là-dessus. Essayez de sélectionner des molécules qui ne soient pas forcément très impactantes pour l'environnement. Donc, si vous faites des insecticides, essayez de prendre les insecticides les moins impactants pour l'environnement, parce qu'effectivement, les moustiques, ils vivent en général jamais très loin des milieux humides. Vous savez que les insecticides, ça a un impact sur les milieux humides. Donc, de la rémanence sur les moustiques, on n'en aura pas beaucoup. Les moustiques, qu'est-ce que vous allez traiter? Vous allez traiter essentiellement les buissons, parce que c'est là qu'ils se reposent la journée, sous les feuilles. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une action choc au moment où vous traitez et pas forcément de rémanence, quoi. Donc, la rémanence, on n'en cherchera pas forcément sur ces problématiques. Et de nouveau, ça va dépendre fortement de l'espèce. Donc, voilà, vous donnez une réponse comme ça. Je prends par exemple le cas du Zika. Quand il y a eu la problématique des Zika dans les avions, c'était des surfaces qui étaient traitées. Donc, on avait besoin d'un peu de rémanence avec la problématique. Mais on était en intérieur. Par contre, quand on regarde la problématique de la Aedes, ça va être un traitement de volume sur une zone, comme l'idée très bien Romain. Donc, on va choisir un produit à faible impact toxicologique ou environnemental. Et donc, effectivement, on va travailler plus avec du pyrène naturel. Donc, l'Harmonix est un bon candidat pour ça. Donc, de nouveau, ça dépend de chaque espèce. Et si vous ne reconnaissez pas l'espèce, en fait, vous ne savez pas forcément prendre la bonne décision. C'est pour ça qu'on a créé le Certi-Moustique. Ouais, après, le DK, c'est chaud. Bah ouais, vous êtes en extérieur, en fait. Donc, dès que vous allez utiliser un insecticide,
Ça peut être, Faites gaffe à l'environnement parce que la l'insecticide n'est ouais. pas sélectif. Après, effectivement, si c'est pour soulager le client et pour dire derrière, je mets une solution de piégeage en place, ouais, ça peut s'entendre. Après, faites pas 5 passages avec, en atomiseur ou en thermonébulisation avec un insecticide avec qui a un impact sur le milieu aquatique parce que c'est pas forcément l'effet recherché, vous n'aurez pas forcément de l'efficacité ou alors de manière très temporaire. Et puis l'idée, c'est quand même de ne pas trop en foutre partout non plus, quoi. Bah avec plaisir. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est cool. Et puis n'hésitez pas, je vous ai donné les dates des prochains événements, donc n'hésitez pas à participer, pas de souci. On reste dispo de toute façon, vous nous envoyez un petit mail et on peut vous aider. Et surtout si vous avez des sujets aussi qui vous intéressent. Des sujets qui vous semblent pertinents, n'hésitez pas, on construira. Alors pour ceux qui veulent écrire à Vincent, écrivez à formation@easypest.fr. De toute façon, tous les mails nous sont reroutés. Donc vous mettez que vous voulez parler à Vincent. C'est plus simple parce que sinon, on va être harcelé. Ouais. Mais on vous répond de toute façon, vous inquiétez pas. On répond toujours, avec un certain délai des fois, mais on répond toujours. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, merci à tous en tout cas. Merci. Génial, en tout cas, merci à tout le monde. Bonne soirée à tous. Et puis, le replay, de toute façon, il sera en ligne sur Easy Group, donc sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez, écoutez, vous envoyez un mail. Et puis, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci Romain. Bonne soirée. Salut à tous. Ciao, ciao. Merci, salut Romain. Salut Vincent.